Madame la Présidente de la Renaissance du Vieux-Lyon, Madame la députée, Monsieur le maire du 5e arrondissement, cher Jean-Dominique Durand, Mesdames et Messieurs les anciennes et anciens présidents de la RVL, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs, cela me fait plaisir, et je salue Simone André, qui est toujours présente dans les grandes occasions. Nous fêtons le 70e anniversaire de la Renaissance du Vieux-Lyon, et cela me fait plaisir que vous ayez tous dit que cette Renaissance, avec ses 70 ans, avait bien vieilli. En effet, je suis né un tout petit peu après, et donc cela me fait plaisir qu'on puisse dire qu'à cet âge, on a encore bien vieilli. Le 70e anniversaire de la Renaissance du Vieux-Lyon est quelque chose de tout à fait fondamental, parce que si Lyon, aujourd'hui, est reconnue comme une grande ville de patrimoine, c'est en partie grâce à la pugnacité et à l'engagement au long cours de la Renaissance du Vieux-Lyon. On a dit tout à l'heure que dans une période de notre ville, les initiatives n'avaient pas toujours été extrêmement heureuses. C'était l'époque où l'on pensait que Lyon devait prendre modèle sur les villes américaines, où on voulait amener les autoroutes au cœur de Lyon, et depuis, nous n'avons cessé d'essayer de réparer ces erreurs. Lorsque, par exemple, nous recréons la rue Garibaldi, là où il y avait une autoroute urbaine, là où demain, j'espère, nous allons obtenir en décembre prochain le déclassement de l'autoroute A6 à Seine, nous réparons effectivement quelques erreurs du passé, mais qui étaient liées à cette époque des 30 glorieuses, où on avait une vision de la modernité qui était celle de l'Amérique, et où on avait peut-être moins de respect du passé. Et ça a été le grand combat de la Renaissance du Vieux-Lyon que d'avoir empêché effectivement qu'une autoroute puisse passer à travers le Vieux-Lyon pour monter jusqu'au sommet de la colline. Ce fut en effet un combat fondateur. Et c'est ce combat qui amena la création du secteur sauvegardé avec la loi Malraux le 4 août 1962. Et c'est parce que nous pensons évidemment que c'était là un acte fondateur pour la ville que nous avons donné récemment le nom d'André Malraux à un petit jardin, et même à un beau jardin, que nous avons fait effectivement sur les pentes près de l'Anticaille, ce nouveau quartier à qui nous avons redonné une vocation, mais je dirais quelques mots tout à l'heure sur la façon dont il faut gérer une ville comme la nôtre sur le plan de son patrimoine. C'est aussi de manière plus fondamentale dans la Renaissance, dans la vie de la Renaissance du Vieux-Lyon, le long travail d'évolution des mentalités. Des mentalités des élus, d'abord, parce que progressivement, ils ont compris que le patrimoine que nous possédions était un véritable trésor, et donc il fallait y travailler de manière très précautionneuse. Celui également de la population qui a changé son regard sur ce qu'était le patrimoine, comment il devait être respecté, comment il devait être traité. Et la Renaissance du Vieux-Lyon, tout au long de ces années, a été justement le lien entre les élus, la population, et puis cette prise de conscience qui progressivement se
c'était une prise de conscience sur le respect du patrimoine. Mais comme on l'a vu dans l'exposition d'Yves Nérol, sur le fait que ce patrimoine, il devait aussi être habité par des femmes et des hommes, qu'il devait y avoir un certain nombre de travailleurs, de commerçants, qui devaient pouvoir continuer à être présents dans ce type de quartier. Et c'est le sens, Madame la Présidente, de la devise qui est depuis longtemps celle de votre association: dans les quartiers anciens, les hommes passent avant les pierres. C'est vrai qu'il faut respecter les pierres, et je dirais quelques-unes des rénovations qu'avec Jean-Dominique Durand nous nous sommes appliqués à faire. Je dirais que dans les derniers mois, dans ces dernières années, nous avons eu beaucoup de belles inaugurations. Mais en même temps, il faut que ces quartiers restent des quartiers vivants. C'est pour cela qu'il était très important qu'à un moment de l'existence de la rénovation du Vieux-Lyon, on puisse faire en sorte d'abord que ce quartier reste diversifié du point de vue de sa population. Et quand a été créée la Sémirénie, qu'on a décidé de mener une politique de logement social dans ce quartier, c'était quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que nous aurions pu avoir un quartier qui devienne habité par le même type de population et qui perde justement de ce caractère populaire des photos que montrait Yves Nérol tout à l'heure, avec une diversité de population, une diversité d'artisans, de travailleurs capables d'être dans ces quartiers. Et c'est un honneur, je crois, pour la ville de Lyon, qui peut se targuer d'abriter quelques logements sociaux qui sont dans des immeubles particulièrement somptueux. Je veux par exemple citer rue Juivry, l'une des plus belles HLM de France, dans un ensemble d'immeubles reliés entre eux par la somptueuse galerie sur tronc, érigée en 1546 par l'architecte lyonnais Philibert Delorme. Il y a peu de villes qui accueillent des logements sociaux dans ce type d'immeuble, et la ville de Lyon, par le passé, chère Simone, l'a fait. Ce chef-d'œuvre, d'ailleurs classé au monument historique, va demain faire l'objet d'une nouvelle rénovation par la SIC Habitat qui aujourd'hui l'exploite et qui va lui permettre de reprendre tout son lustre. Au cours de toutes ces années, la Renaissance du Vieux-Lyon a été à la fois l'acteur de la rénovation du patrimoine, elle a été l'actrice du lien social préservé avec les habitants, mais elle a été aussi auteur d'une réflexion importante sur ce que devaient être ces quartiers anciens. On a signé tout à l'heure le risque que pouvait connaître ce type de quartier, c'est de devenir des quartiers musées, qui ne sont plus habités que, effectivement, par des touristes qui viennent petit à petit prendre tous les lieux. Et l'on sait par exemple que dans notre capitale, c'est un des risques, le quartier du Marais, et j'en discutais avec quelques amis parisiens, que de ne plus avoir effectivement que des résidences de touristes, des Airbnb, et donc progressivement de perdre justement ce qui fait le rare, ce qui en fait totalement l'attrait. Dans cette réflexion, la Renaissance du Vieux-Lyon s'est profondément attachée à porter une vision
qui soit celle d'une ville où à la fois on respecte ce qui est ancien, on rénove nos bâtiments les plus somptueux, mais en même temps, on permet de reconstruire la ville sur la ville. Parce qu'une ville qui ne se reconstruirait plus sur elle-même serait une ville qui petit à petit mourrait. Et c'est la conception que nous avons aujourd'hui de la façon dont nous traitons à la fois nos quartiers anciens et nos grands bâtiments. Vous voyez, nous avions ici quelques hôpitaux au-dessus de la colline. L'Anticaille, évidemment, ce lieu n'était plus adapté à une médecine moderne, mais nous en avons fait une très belle rénovation. Nous avions de Brousse, ce n'était plus adapté à la médecine moderne. Mais quand on regarde aujourd'hui la requalification qui en a été faite, je crois que nous avons quelque chose d'exceptionnel. Nous avons gardé ce qui était beau, ce qui, sur le plan du patrimoine, avait une valeur exceptionnelle, que tous les Lyonnais ont en tête, le vieil hôpital avec ses petits clochetons, mais nous avions construit dans les années 70, on s'en souvient peut-être, une affreuse barre que nous avons détruite pour la remplacer par de petits immeubles qui en été sont totalement noyés dans la verdure, ce qui fait qu'on a uniquement la vue de la colline avec ce bel hôpital aujourd'hui en cours de rénovation. Nous rénovons nos bâtiments et ici, cher Jean-Dominique Durand, nous avons inauguré depuis quelque temps à la fois la restauration de la cathédrale de Saint-Jean, la restauration du temple du Change, la restauration du palais de Bondy. On n'a pas encore inauguré, je crois, mais en tout cas, elle est aujourd'hui réalisée. Et nous avions, dans les premières années de mon mandat, porté la belle rénovation du musée de Galagne, qui nous avait pris quelques années, parce que nous allions de surprise en surprise au fur et à mesure que nous rénovions ce bâtiment. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec quelques autres beaux bâtiments. Ici, la maison du Chamarié. À la maison du Chamarié, c'était un sujet difficile. Nous avions rénové la façade, mais on va dire que l'arrière méritait d'être reconsidéré. Et donc, il faut toujours trouver pour ces bâtiments à la fois le respect de l'architecture et en même temps essayer de trouver quelques valeurs d'usage nouvelles. Et demain s'installera dans la maison du Chamarié qui sera rénovée, ce qu'on appelle aujourd'hui un Fab Lab, comme quoi le numérique s'étend dans le Vieux-Lyon, pas simplement sur les photos, mais également dans les bâtiments. C'est ce que nous allons faire, surtout, avec évidemment de l'autre côté de la Saône, cette rénovation de l'Hôtel-Dieu, qui, à mon avis, va être quelque chose de tout à fait exceptionnel. Là aussi, nous avions un hôpital qui n'était plus, même si beaucoup de Lyonnais le regrettaient, parce qu'évidemment, tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui est né à l'Hôtel-Dieu. Et donc, lorsque, au départ, j'ai porté ce projet de rénovation de l'Hôtel-Dieu, j'ai entendu quelquefois un certain nombre de critiques, mais je pense que lorsque chacune et chacun d'entre vous verra demain ce qu'est la rénovation qui est en train de se faire, la beauté, effectivement, la remise en valeur de l'architecture de Soufflot. C'est Didier Réplin qui en est l'architecte. Donc on est sûr que lorsqu'on est avec Didier Réplin, ce qu'il fera sera tout à fait exceptionnel
Et donc les Lyonnais vont redécouvrir la qualité de l'architecture, ils vont redécouvrir la beauté des cours intérieures, où nous allons d'ailleurs remettre l'herboristerie, qui était une spécialité lyonnaise, que nous avions perdue, et donc que nous allons réinstaller dans les cours intérieurs de cet hôtel-dieu rénové. Et puis, je voudrais traiter d'une dernière question, celle que vous avez les uns et les autres traitée. C'est vrai que le tourisme est quelque chose d'essentiel pour une ville comme la nôtre. Mais si ce tourisme ne se concentre que dans quelques lieux, évidemment que cela finit par poser des problèmes. Et c'est pour cela que nous essayons aujourd'hui d'étendre les zones touristiques à d'autres zones que le Vieux-Lyon. C'est évidemment le quartier de la Confluence qui est devenu aujourd'hui l'objet de visites touristiques extrêmement importantes. C'est ce que nous essayons de faire sur la Croix-Rousse, où nous essayons petit à petit, en transformant là aussi et en redonnant une nouvelle valeur d'usage à un certain nombre de bâtiments, de retracer ce parcours des soies, dont tu as souligné qu'il était auparavant dans le Vieux-Lyon, mais qu'avec évidemment l'invention du métier à tissu jacquard, il ne pouvait plus être là puisqu'il fallait des immeubles qui soient construits spécialement pour pouvoir installer ces nouveaux métiers à tisser. Et donc, nous prendrons les promeneurs depuis la place des terreaux, rénovée, je l'espère cette fois-ci de manière définitive, pour les emmener dans un nouveau parcours touristique jusqu'au sommet de la Croix-Rousse, chez mon ami David qui me le fait, où évidemment ils trouveront un art de vivre qui a aussi quelques-uns des charmes de la vie lyonnaise. Mesdames et messieurs, merci aux animateurs de la Renaissance du Vieux-Lyon. Je veux évidemment moi aussi citer Régis et Annie Néret. Je suis venu dans ce quartier j'étais tout petit, peut-être pas tout petit, mais en tout cas beaucoup plus jeune. Et c'est eux à l'époque qui me l'ont fait découvrir, qui m'ont montré chacun des bâtiments, chacune des cours intérieures. J'en ai découvert la beauté et j'y suis aujourd'hui extrêmement attaché. Merci.